voix et qui met tout au téléphone, les images et tout. Alors, moi, je sais pas faire. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce premier épisode de la saison 4 du Bistrot d'Allez-le-Losc, une nouvelle saison, un nouveau logiciel, mais toujours le même principe, une émission pour les supporters du LOSC, produite par les supporters du LOSC et notamment le site Allez-le-Losc et les docs du net, qui vous est proposé alors en direct, non plus seulement sur Facebook, mais également sur YouTube et sur Twitch. Donc vous pouvez nous rejoindre chaque mardi soir à 20h30 toujours pour évoquer l'actualité de votre club favori, à savoir le LOSC. Alors, le même principe, des invités, des piliers de bistrot et un invité qu'on essaiera de faire venir chaque semaine. Pour fêter cette première, pour arroser cette première, on a choisi d'inviter le supporter lillois le plus sale, Fabien, président de la section Lincel, la salle. Bonsoir Fabien. Salut les internautes, salut les auditeurs, salut les gars du studio. Alors, vous voyez Fabien qui boit, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, il nous le dira peut-être après, dans un très joli mug. Ça me permet d'enchaîner tout de suite. Vous savez que on a fait des efforts financiers pour vous proposer cette nouvelle formule. Vous pouvez aider le bistrot d'Allez-le-Losc. Alors pour ça, il y a un moyen très simple. Déjà, c'est liker, partager, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Ça, c'est déjà quelque chose qui nous donnera le plus de visibilité. Vous pouvez également aider financièrement l'association en souscrivant votre carte de membre des docs du net. La voici. Alors, vous voyez, si vous voyez bien, on a un membre très illustre. On a rencontré Claude Puel à Nice ce week-end et on lui a offert une carte de membre permanent des docs du net, donc pour saluer ses interventions et ses années de présence en tant qu'entraîneur à Lille. Et vous pouvez, on en reparlera certainement à plusieurs reprises dans cette émission, vous procurer un magnifique objet d'art, le mug du bistrot d'Allez-le-Losc. Le mug du bistrot d'Allez-le-Losc, et Fabien pour nous le dire, c'est pas un mug comme on a tendance à acheter ordinairement. Un mug, c'est un mug, mais conçu dans une matière particulière qui multiplie la saveur du liquide que vous buvez grâce à ce nouveau contenant. Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu as senti une différence, Fabien ? La bière est meilleure à l'intérieur, ça c'est sûr. Voilà. Donc ce mug, vous pouvez l'acquérir. Pour ça, vous nous envoyez un petit message. Il coûte 12 €, 10 € pour les cartes Doc du Net. La carte Doc du Net qui coûte également 10 €. Alors, après ce petit intermède purement mercantile, on y reviendra peut-être après plusieurs fois dans l'émission. Vous voyez les piliers de bistrot qui sont présents ce soir. Donc, je vais vous les présenter. Alors, tout d'abord, vous avez Crico de Verbeek, alias Christophe C. Bonsoir Christophe. Bonsoir à tous.
T'es bon, Mug, là. Vous avez donc aussi présent notre ami Lorenzo, la voix italienne du bistrot d'Alain Lelosque, à Dogs Italia sur Twitter et sur Instagram. Bonsoir Lorenzo. Bonsoir les gars. J'ai pas encore de mug. Je sais pas. Ça doit arriver en Italie encore, donc ça prend du temps. Voilà, mais on peut les envoyer. Bon, il y a un petit coût supplémentaire, mais ça s'envoie très facilement. On a déjà testé la formule. Et vous avez également Georges, le supporter de la région de Dunkerque, originaire de Tourcoing. Bonsoir Georges, comment vas-tu? Bonsoir François, bonsoir tout le monde. Bah écoute, très bien. Faute de mug, je me contenterai du plug. Eh bien, écoute, tant que ça dépend où tu le mets. Voilà. Et puis vous reconnaissez également notre ami Christophe D, alias le Viox. Bonsoir Christophe. Bonsoir à toutes et tous. Moi, mon mug n'est pas encore arrivé, donc je me contente de ça pour l'instant, mais un jour ou l'autre. C'est pas grave, tu es tout excusé. Alors, je vous rappelle quand même le sommaire de l'émission. Donc, au sommaire, on verra dans un premier temps, on reviendra sur le LOSC contre Nice. Donc, on a appelé ça le LOSC face à l'entonnoir niçois. En deuxième partie, on reviendra rapidement sur les dernières nouvelles du mercato. Et enfin, nous reviendrons sur le prochain adversaire du LOSC, donc les Canaries au menu pour la première du LOSC à domicile, le match Lille-Nantes qui aura lieu ce week-end. Avant de commencer, un petit clin d'œil à la salle. Alors, on te l'a déjà fait, tu es déjà venu plusieurs fois. Tu peux rappeler à ceux qui n'étaient pas là la fois précédente ce que veut dire la salle? La section des amis du LOSC, bien sûr. Voilà, je vois beaucoup de déception dans les commentaires. J'ai oublié de vous dire, vous pouvez commenter effectivement sur quel que soit le réseau sur lequel vous nous regardez, et on pourra effectivement illustrer vos commentaires. Alors par exemple, on a Xavier qui nous dit, voilà, il est là, le Fabulous Fab, donc ça commence très fort. On a donc, je découvre en même temps, Sébastien Delis du Pas-de-Calais, si je dis pas de bêtises. Bien le bonsoir à tous. Donc on a toutes les sections qui sont présentes. La section Lincel. Je ne sais pas si c'est toi qui fais des commentaires, Fabien, ou si c'est le webmaster de la section qui intervient. Donc salut à tous de la section Lincel. Non. Et au bistrot, je peux pas faire trop de choses à la fois. Bon, alors, voilà, c'est signé, c'est pas toi, parce qu'il est marqué président, paye ta tournée. Donc, donc voilà, donc déjà beaucoup de. Alors Jean-Marc qui nous dit Mug un jour, Mug toujours. Alors Idriss qui pose une question à Lorenzo. Est-ce que tu étais à Nice, Lorenzo? Ah non, pas cette année. C'est dommage parce que en fait avec le calendrier, l'été arrivé à Nice, bon en plus j'étais en Italie, c'était pas facile. Du sud de l'Italie, parce que si j'étais dans le nord, c'était plus facile. Donc. Pas cette année, malheureusement. Voilà, ben, par contre, Idriss, on l'a croisé à Nice. On a croisé beaucoup de gens qui regardent le bistrot. Alors on les salue tous. Il y avait effectivement un peu toutes sections confondues. On a fait une entrée de star presque. C'était très agréable. En tout cas, on remercie tous ceux qui nous regardent régulièrement. Alors, petite question pour commencer, et c'est évoqué par Jean-Marc qui nous dit, et qui dit notamment à la section Lincel, bravo pour l'ambiance mise dans le stade de Brentford. Alors, je voulais aborder ça avec toi, Fabien. Vous êtes la seule section, je crois, à avoir officiellement organisé un déplacement là-bas. Il y avait d'autres supporters lillois ou vous étiez les seuls? Alors, officiellement, on était les seuls à avoir fait le déplacement organisé. On était accompagnés dans le bus par quelques DVE qui nous ont rejoints. Et là-bas, on a rencontré quelques Français, dont un qui habitait de Manchester, qui a fait le déplacement de Manchester pour venir voir sur l'os, qui n'avait pas vu depuis que Lille n'avait pas joué en Angleterre. D'accord. Alors, comment on arrive en plein mois d'août, ou au mois de juillet plutôt, à organiser un déplacement pour un match amical à Brentford? C'était quoi l'idée au départ? L'idée au départ, c'est un apéro qui a mal tourné. On va être clair. Hein, on était en terrasse dans un bistrot à Ronc et on s'ennuyait. Et Mathis, il dit pourquoi on n'irait pas voir Lille jouer en Allemagne au match amical? Et on dit l'Allemagne ça fait loin, compagnie. Et moi, avec mon idée de génie, je dis on va jouer à Londres, c'est pas loin. Et là, on a Titi qui commence à regarder les horaires pour l'Eurotunnel.
qui commence à trouver que les prix sont chers. Il regarde le tarif pour faire un J9. Et là, il dit, on pourrait pas avoir un bus. Et là, alcool aidant, on a dit, on fait un bus. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé dans cette aventure d'aller à Brentford en match amical. Et ça a été une belle aventure, parce qu'on a bien rigolé. Bon, en tout cas, ça se voit. Je montrais une photo là tout de suite. On voit que finalement, vous avez tous le sourire d'être arrivés là-bas. on le voit sur la photo. Alors, on a quelques photos que tu nous as envoyées ou qu'on a récupérées sur la chaîne de télé. Alors, ça devait être certainement avant le match ou à la mi-temps, mais on s'aperçoit que certains ont un peu souffert de la journée, si je dis pas de bêtises. Alors, c'est pas une journée, hein. Ça a été compliqué pour certains. On est parti, quand on avait rendez-vous au café vendredi soir à 22h, on est rentré dimanche à 5h. Ah oui, quand même. Hein, et entre deux, il fallait visiter les bistrots. Donc, compliqué, quoi. Donc, il y en a qui sont morts au combat, on l'avoue. Hein. Voilà, mais mourir au combat contre les Anglais, ça, c'est pas une honte. Hein. Bien au contraire, c'est un honneur. Ça a toujours été comme ça. Bon, en tout cas, une belle aventure que, on espère, vous pourrez et on pourra tous recommencer prochainement pour les déplacements européens. On attend déjà la qualification, ça c'est le premier point. Déjà l'adversaire, puis la qualification, et on espère que la poule nous permettra justement d'organiser des déplacements en bus ailleurs qu'au fin fond de la Croatie ou de la Bosnie-Herzégovine. Je suppose que s'il y a des déplacements intéressants, vous êtes prêts à organiser un bus, ça devrait pouvoir se faire. Plus rien nous fait peur. On n'est plus à 30 heures près pour jouer en Europe. On aimerait bien partir un peu en Scandinavie, la Belgique, ou alors aller visiter un pays où la culture elle est un peu slave. Hein, où on pourrait rencontrer quelques jolies filles après les matchs. J'invite toutes les épouses des membres des piliers du bistrot à arrêter d'écouter. Je vous propose de passer à autre chose. Alors justement, je vais faire, avant de faire la transition sur le match à Nice, je voulais vous montrer une petite vidéo que j'ai trouvée qui concerne un ancien joueur lillois que personnellement j'adore. C'est un des joueurs les plus sympathiques qu'on avait au LOSC et qui vient de revenir un peu sur le devant de l'actualité en marquant un but pour la première journée de championnat, qui a une chanson à son honneur par ses supporters. Voilà, c'est un peu une chanson qu'on dédie aussi à la salle. Je ne sais pas si vous avez pu entendre les paroles de la chanson, une reprise de Macumba pour les supporters et ultras qui ne pensent qu'à boire. Je n'ai retenu que la dernière phrase. J'entends bien. Donc voilà, en tout cas, un bel hommage à Lebo Motiva. Vous avez des souvenirs de ce joueur? Moi, j'ai eu l'occasion de le croiser effectivement dans quelques commémorations et c'est un joueur qui était vraiment très très sympathique. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà rencontré, les membres du bistrot. Rencontré, non, mais quand il a commencé à bien marcher, on l'a vendu, quoi. Mais sinon, ça a été l'énorme frustration. Ouais, il a marché 6 mois et on l'a vendu. C'est vrai que ça reste une frustration. Ça a été le seul coup de mercato puisqu'on ne pouvait pas recruter la fameuse année calamiteuse et il nous a fait du bien quand même son retour. Et c'est vrai que l'année suivante, ça a été un peu la frustration de le voir partir très tôt, fin août. Dans une saison qui au final s'est bien passée, mais c'est vrai que vis-à-vis de ce joueur, il reste un petit bout d'inachevé, quoi. Voilà, pour le rappel, c'est vrai que c'est un joueur qu'on avait prêté à Valenciennes et qu'on avait payé 1 million d'euros pour le faire revenir en cours de saison pour nous aider à nous sauver. Donc voilà, c'est les coups malheureux du mercato par moment, mais en tout cas, il nous avait rendu beaucoup de services. Je vous propose, il est déjà 20h45, de passer à la première partie de cette émission. Alors, je bricole un peu avec mes images et mes transitions, mais bon, je vais essayer d'en faire une belle. Voilà, première partie de l'émission, le LOSC face à l'entonnoir niçois. Alors, je voulais, comme d'habitude, je vous propose de faire un petit tour d'horizon
et de voir quel est votre sentiment sur ce match. Comment vous l'avez vécu? Qui veut commencer? Qui veut prendre la parole? Lorenzo, tu veux en parler? Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bon, déjà, je dis que moi, j'avais vraiment envie de gagner contre Nice. Moi, ça reste encore le 4-0 à la maison d'il y a 2 ans avec Galtier. Franchement, Nice, à chaque fois qu'on les croise, moi, c'est vraiment que je veux le gagner. En plus, en Italie, ils avaient parlé beaucoup de Nice et pas du tout du LOSC, parce qu'en fait, ils commencent à dire que Farioli, c'est le nouveau De Zerbi, tout ça, blablabla. Et il avait même pas d'expérience en Ligue 1, donc c'était trop en parler. Et pour moi, c'est un match du côté du LOSC un peu à oublier, entre guillemets. On a pris un point et ça va, on passe à autre chose. C'est vraiment. Je sens que, bon, derrière, ça fait peur. Sans Umtiti, on va voir avec Umtiti. Et avoir devant, je pense que par rapport à la fin du saison aussi, j'avais l'impression que même si on essayait à faire des choses, on n'arrivait pas à marquer. Donc, ce coup de tête de Baffoté Diakité nous sauve d'une défaite au premier match, que ça fait jamais du bien. Et voilà, on passe à autre chose. C'est tout. Alors, je n'ai pas oublié de vous les présenter. Vous savez qu'habituellement, on parle des stats. Genre, on va rapidement évoquer les stats de ce match. Alors, il faut juste que je remette la main dessus. Ça va pas tarder. Voilà. Je vais m'y faire à ce logiciel. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à les voir. Donc, vous voyez une domination lilloise en termes de tirs, 12 tirs à contre 8. Vous avez 5 tirs cadrés contre 3, 60% de possession contre 40 donc pour Nice, 582 passes, 383, donc 88% de précision, 9 fautes contre 13, 2 cartons jaunes à 3, pas de carton rouge, 1 hors-jeu contre 5 hors-jeu niçois et 3 corners partout. Donc des stats qui sont finalement habituel. On a l'habitude finalement de ce genre de stats. C'est des stats à la Fonseca, même si on a vu récemment que le PSG cherche maintenant à nous battre dans ce jeu de possession. Hop, je suis en train de l'enlever. Alors, est-ce que vous avez trouvé finalement ce match frustrant, Christophe, comment tu réagirais toi finalement par rapport à ce match de possession et finalement resté stérile? Pas frustrant, non, pas frustrant, déçu forcément parce que on s'attend toujours à une victoire de notre équipe, mais non. Et contrairement à Lorenzo, mais la défense m'a pas plus inquiété que ça. On a vu que déjà on avait un Diakité qui se fixait au centre et ça c'est une grande satisfaction pour ma part. Je le préfère nettement avec ce droit que latéral droit et justement on a trouvé peut-être un bon latéral droit avec Thiago Santos qui m'a vraiment fait plaisir sur ce match. On a toujours le petit problème défenseur central gauche qui vraiment a été un souci encore une fois. Et notre arrière gauche qui, quand il est présent sur le terrain, donne toujours le max. Donc moi, la défense m'a pas plus inquiété que ça. Ce qui m'a inquiété, c'est de pas trouver de solution et d'avoir toujours un jeu stéréotypé devant où on cherche le petit jeu intérieur avec des choses un peu compliquées. Alors, on s'est créé une belle occasion avec Cabella qui finit pas et voilà avec un joueur type attaquant tueur, il a mis au fond. Je pense que le gardien a été bien mis en valeur par Cabella sur ce match. Voilà, on a des solutions, on n'applique pas trop le jeu avec des latéraux qui montent beaucoup. On a moyen de faire du débordement, on le fait pas et on a eu un Jonathan David que je supporte toujours, mais qui malheureusement n'a pas été dans le coup du match. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour de ce joueur qui le perturbent, mais il n'était pas sur le terrain. Physiquement, oui, mais le reste, après, on l'a pas vu du match, malheureusement. Il n'a pas été trouvé, il n'a pas été cherché en plus. Donc voilà. Après de la frustration, non, parce que j'aurais été frustré justement de voir le match habituel de Nice où on n'arrive pas à revenir et où on se fait étrier à la maison, alors que là, on a réussi à revenir par Diakité, même si c'est vrai qu'en défense, on a eu des petits soucis avec, par exemple, le ballon de Diakité qui est mal remis à Chevalier, enfin voilà, des petites caguettes comme ça, on en a vu, c'est normal, on est encore en période de prépa, donc voilà, pas de frustration. Non. Alors, Fabien, est-ce que tu étais à Nice? Je sais qu'il y a un certain nombre de ta section qui étaient présents. Est-ce que toi, tu y étais personnellement? Non, j'y étais pas cette année. Malheureusement, niveau boulot, j'ai pas pu me libérer.
C'est pas l'envie qui me manquait d'y aller. Du coup, j'ai vécu le match au café, ça fait longtemps. Excusez-moi pour le bruit, hein, je suis dans la terrasse du café. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, On n'avait pas remarqué. il y a beaucoup de gars qui étaient chez moi qui y étaient. J'avais l'impression quand même de voir le match de l'année passée, où tu domines, tu as des occasions et tu les mets pas au fond. Et dès que tu perds le ballon, bah, tu encaisses. Alors, Fabien, tu n'étais pas au match, mais j'ai un petit cadeau pour toi. Ah, j'ai peur. Non, pas du tout. C'est. Voilà, c'était un petit moment d'ambiance au stade que je voulais vous offrir et pour vous remettre un petit peu dans le bain. Alors, tu veux rajouter autre chose sur ce match contre Nice, Fabien? Bah, le fait qu'on a failli avoir le même remake que l'année passée et que ça finit bien cette année parce qu'on égalise, même si c'est la dernière minute, c'est quand même frustrant de se dire plus les matchs avancent actuellement, moins on maîtrise le jeu et on est offensif et on arrive à concrétiser nos occasions. On a mis beaucoup de buts contre Bruges, on a mis des buts contre Le Havre et depuis devant ça commence à être calme. Et c'est dommageable parce que encore une fois on fait 1-1, on est content mais on devrait gagner. Parce que devant on n'est pas réaliste. Oui, alors moi j'étais au stade pour ce match et il y a un élément qui est pas ressorti finalement dans les commentaires sur les réseaux sociaux à ma connaissance ou en tout cas sur les analyses qu'on a pu voir sur internet ou sur la presse. On a beaucoup parlé effectivement de possession de balles, de stérilité finalement offensive. Mais il y avait un point un peu nouveau par rapport à l'année dernière, c'est qu'on a complètement abandonné les ailes. Et c'est pour ça que j'ai appelé ce passage de l'émission face à l'entonnoir niçois, parce qu'on avait d'un côté à gauche Haraldsson, qui était censé être milieu offensif gauche, qui recentrait systématiquement dans le jeu, qui rentrait dans le jeu systématiquement, et donc personne n'était là pour seconder Smiley pour faire des montées et descentes de la gauche. Et du côté de droit, il y avait Virginius qui errait comme un fantôme je vais même pas dire sur le côté droit de l'attaque, hein, il venait aussi, il recentrait systématiquement. Et en fait, pendant 1 heure, on a eu personne qui pouvait percuter et on n'avait absolument aucune profondeur. Et la clé du match, elle est là, c'est que on en a déjà parlé plein de fois l'année dernière. On évoquait finalement cette absence de verticalité. Elle était vraiment flagrante au stade parce qu'on voyait bien ces deux parties du terrain qui n'étaient absolument pas occupées par les joueurs lillois. Il y avait vraiment une volonté de repasser au centre et forcément la défense centrale niçoise, elle nous attendait. Il y avait Dante avec son déambulateur qui était là et qui drivait ses équipiers. Alors je ne sais pas si cette analyse, vous l'avez ressenti à la télé, Georges. Tu l'avais ressenti? Pas forcément. Moi, ce que j'ai surtout remarqué, le truc sur ce match, c'est qu'on avait surtout deux équipes qui n'étaient absolument pas au point sur ce début de saison. On a deux équipes qui sont en rodage total. Les Niçois étaient dans une condition physique. Les mecs étaient carbonisés à tel point que ça a généré un coaching un peu lunaire. Et côté lillois, il y avait comme ça pas mal d'absences. On a évoqué certains gestes, certains moments qui nous ont échappé. Et moi, je me suis beaucoup interrogé parce que ça peut ressembler des fois à des manques d'automatisme. Or, 80% de l'effectif d'équipe qui était à jouer l'année dernière, donc c'est pas ça. Et moi, je referais le lien un petit peu à ce qu'évoquait Christophe à propos de Jonathan David, mais pas que. Moi, j'ai l'impression aussi, surtout, qu'on a une équipe avec des joueurs qui errent un peu sur le terrain sans savoir où ils seront dans 15 jours. On parlait de Jonathan David, on peut aussi parler de Baleba, on peut parler, même si c'est pas une Virginius, mais il y a comme ça 5 à 6 joueurs, plus tous ceux qui sont rentrés. Zerova, même chose. Hein. Donc voilà, mais je te dis, Gudmundsson qui est rentré, on ne sait pas. Yacidji, on est à peu près sûr qu'il ne sera plus là. Et je me dis, on est quand même à la première journée et on ne sait pas du tout
de quoi sera fait notre effectif. Et en effet, moi j'ai l'impression, il y a 2 joueurs emblématiques, je crois que tu évoquais Jonathan David, qui était un petit peu aux abonnés absents, parce que peut-être aussi que faire gaffe, quoi, si jamais il y a un gros club qui vient le chercher. Pareil pour Baleba. Et moi, ça m'interroge beaucoup sur cette espèce de mercato. Je ne sais pas s'il y a que moi que ça sidère, mais me dire un mercato qui va jusqu'à 1 mois après le démarrage d'une saison, je trouve ça complètement absurde. Et sachant que on a des échéances et on ne sait pas donc moi j'ai eu l'impression de ce match un peu brouillon lié au fait que le projet il est peut-être pas encore là, on sait même pas peut-être que Fonseca c'est même pas lui-même ce que va être ce projet, sachant qu'il y a une échéance qui arrive quand même, un match de barrage. Alors certes on est favori, mais on affronte des Croates et je pense que les Croates restent des adversaires très sérieux, donc voilà l'impression que ça donne. C'était pas encore officiel que ce sont les Croates. Non, mais en tout cas, sinon, c'est un club qui aura sorti des Croates, donc ça restera du costaud. Je rappelle quand même que le dernier match préliminaire, c'était une formalité, c'était Azerbaïdjan. Donc voilà, moi, ce qui m'interroge, c'est de me dire à un moment, il serait bien qu'on soit fixé, que David peut-être soit fixé sur lui-même, qu'il y ait une deadline, que Baleba soit fixé sur lui-même, et peut-être qu'on les aurait eu un peu plus impliqués, je pense. Je comprends en même temps que ces joueurs soient pas totalement à fond dedans, parce que si ça tombe dans 15 jours, ils ne feront plus du tout partie de ce projet, quoi. Voilà, donc moi, c'est un peu l'impression que ça m'a donné. 2 équipes très prometteuses en termes de potentiel. Et Nice et Lille, on voit clairement 2 équipes qui devraient finir en première moitié de tableau. Mais ça a donné un match un petit peu étrange parce que il y avait de belles choses techniques, des vrais potentiels. Et puis en même temps, ça a donné un truc un peu brouillon, quoi, un match totalement paradoxal. Et oui, les ailiers, évidemment, on n'a pas Oula Sanson, on n'a pas Ounas, dont on ne sait pas s'il sera là non plus. On n'a pas Zegrova. De l'autre côté, moi j'ai bien aimé le petit Islandais, tout au moins, on parlait de l'occasion de Cabella. Il faut oublier que sur l'occasion de Cabella, il y a une passe lumineuse. Il a quasiment fait que ça, mais rien que pour ça, le geste est splendide. Et voilà, donc moi, le truc, il est là, c'est que j'ai l'impression qu'on prend beaucoup de retard à l'allumage et c'est un peu ça qui m'inquiète, quoi. Christophe Desvioux, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, ton sentiment sur ce match? Ouais, j'ai pas mal de choses, mais en fait, déjà, par rapport au match de préparation, moi, il y a des choses qui me choquent, quoi. Qu'on n'ait pas vu un Zegrova jouer quasiment un match de préparation qui vient rentrer dans ce match-là. Qu'est-ce qu'on espère? Et le gars, il a pas joué avant, il va rentrer là, il fera rien de bien, quoi. Donc, il y a quand même j'ai l'impression qu'on a un peu bricolé. On a 2 équipes en chantier, moi, c'est Viox. Mais non, mais il y avait 2 équipes en chantier. J'ai l'impression, du côté de Nice, je comprends parce que c'est le nouvel entraîneur, ça bricole un peu. Chez nous, c'est plus étonnant. Comme disait Georges, c'est plus étonnant que chez nous, on cherche un peu. Parce que, normalement, chez nous, on devrait être huilé. Le truc, c'est que, c'est ça. Par rapport au match de prépa, déjà, Virginius, on l'a pas vu beaucoup, et il commence à droite. Donc, forcément, pour lui, déjà, il sent pas le football. Je sais pas si vous avez vu cette passe en retrait mal assurée d'un Niçois, où lui, il met un quart d'heure à y aller. S'il y va, il y a but, quoi. Et, pour moi, Virginius, j'ai un problème avec lui. Je sais pas si c'est l'âge, ou si c'est parce qu'il sent pas le football. Mais à mon avis, à ce niveau-là, quand même, le sentir. Donc, j'espère que c'est l'âge. Mais il y a des problèmes comme ça. Donc, le fait qu'on se fasse, quand tu disais l'entonnoir niçois, en effet, Nice nous a attendu derrière. Ils ont pas cherché, ils ont cherché à faire de la transition et puis aller vite devant. Et c'est vrai que ça peut nous embêter, surtout avec les déplacements aléatoires, comme certains arrières qu'on a chez nous, qui marquent l'arrière droit. Il y en a un arrière gauche qui marque l'arrière droit, c'est pas terrible. Mais bon, ça sert pas à grand chose. Mais voilà, donc forcément, ça peut gêner. Mais voilà, donc je pense que sur ce match-là, on a vu des belles choses, on a vu des choses la deuxième mi-temps soporifique, hein. La deuxième mi-temps était quand même bien pas terrible. Il a fallu moi je trouve que l'entrée d'Angel Gomez ça fait beaucoup pour remettre le LOSC dans la bonne direction. Et puis sur le match, en l'occurrence, le match nul pour moi il est largement mérité. Parce que Nice n'a pas montré grand-chose, surtout à partir de l'heure de jeu où ils étaient complètement éteints. Donc voilà, mais c'est un match de début de saison. Après, on va pas non plus s'alarmer là-dessus. On peut se rassurer parce qu'on a un bon gardien. On peut se rassurer parce que on a au moins 3 bons défenseurs sur 4. On peut se rassurer parce que devant, non, on peut pas se rassurer parce que devant il y a un problème. Devant, c'est le chantier en fait. C'est vraiment le chantier devant. Et le milieu, faut qu'il soit plus serein aussi. Hein.
Je sais pas si vous avez vu que André, lorsqu'il a changé la permuté avec Baleba, c'était mieux. Mais au départ, Baleba était perdu sur ce côté gauche. Et enfin bref, donc il y a des choses à améliorer et à changer. Et comme disait Georges, si Baleba demain il est parti, voilà, on jouera autrement. On a déjà d'autres joueurs qui sont dans le SAS, on va dire comme Ben Taleb ou comme les nouveaux qui sont arrivés, Ignacio, j'ai plus le nom, mais voilà, qui peuvent jouer aussi. Ouais, donc voilà, Miramon qui peuvent jouer aussi. Donc on est en plein chantier sur le milieu et sur l'attaque. Et on démarre la saison. Et on a bientôt un match prépondérant pour la Coupe d'Europe. Donc, faut pas être rassuré complètement sur un match comme ça. Voilà, il y a pas mal de réactions sur les réseaux sociaux. On a Trifred qui nous dit est-ce que ça va arriver? Voilà, bis repetita sur certains matchs de la saison passée, une possession assez stérile et une défense qui ne rassure pas du tout. Alors, un petit clin d'œil sur un autre commentaire. On a JB 1664. Il n'y a que moi dans le chat. Ça me permet de rappeler qu'il n'y a pas grand monde sur le chat de YouTube, mais il y a beaucoup de réactions sur le chat Facebook et qu'ici, on centralise tout. Donc, n'hésitez pas. Donc, JB qui nous dit quelle erreur de Cabella aussi. On a beaucoup de santé, président. Comme quoi on a soif, des commentaires comme ça, je les montre pas tous. Sébastien Delis qui nous dit Thiago Santos a l'air d'être un joueur complet à son poste, à confirmer, mais il a du volume physique et se projette vers l'avant. On va pouvoir finalement passer. Attendez, David Fantomatique pour Jean-Marc, David Fantomatique, et après on met quand même Nice sur le reculoir avec une défense à 5 prometteurs. Ensuite, Santos très bon pour JB 1664. Le petit Argentin peut jouer ailier droit. Je ne sais pas si c'est vraiment son poste. On a un très beau tifo de la part des Niçois. Alors je pense qu'il fait référence à la banderole commune. Alors je dois peut-être la voir en photo. Je vais peut-être vous la montrer. Il y a une banderole effectivement commune qui est en début de match entre les supporters de Nice et les DVE. Donc c'est vrai que c'est l'occasion de rappeler que les déplacements à Nice, c'est quand même super agréable parce qu'il n'y a aucune animosité entre les supporters, entre les habitants. Et c'est vraiment un week-end très agréable à chaque fois. Donc on aimerait n'avoir que des déplacements comme ceux des déplacements à Nice. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Ensuite, Olivier qui nous dit belle panique défensive pendant 5 minutes quand on a pris le but. Donc voilà, beaucoup de commentaires. Ça va nous permettre de passer à la série des top et flop. Mais avant, vous savez que j'ai une surprise avec le nouveau système de diffusion. On a une régie publicitaire avec des petites pubs qui vendent quelques produits spécifiques. Et on a une première qu'on avait déjà diffusée d'ailleurs lors du prologue. On a fait une petite émission test il y a quelques semaines. Donc on vous la rediffuse. C'est celle qui avait eu le plus de succès auprès de nos internautes. Voilà, petit moment promotionnel. À tout de suite. Salute, bistrot d'Alelosque. Vous voulez voir mon gros mug? Le mug du bistrot d'Alelosque, recommandé par Rocco Siffredi et les piliers du bistrot. Voilà, je ne sais pas, ça nous fait rire, donc on aime bien. Fabien, tu l'avais déjà vu ou pas encore? Non, j'avais pas encore vu celle-là. Je découvre. Bon, tu verras, on en a quelques-unes. On espère que ça te plaira. Tu seras notre premier auditeur. N'hésitez pas, vous pouvez voter sur le chat pour votre publicité. Vous pouvez voter pour votre publicité favorite. Et en fait, celle qui a le plus de succès sera rediffusée la semaine suivante avec d'autres publicités. Et faites-moi confiance, on en a quelques-unes en stock, si je puis m'exprimer ainsi. Bah, j'ai pas vu non plus, mais des films de Rocco, j'en ai vu pas mal. Mais... Voilà, bon, on a fait stop quand même. C'est vrai qu'on doit être petit.
on peut craindre le pire, mais non, on a quand même une certaine audience à respecter. Alors, je vous propose de passer à la série des tops et des flops. Lorenzo, est-ce que tu veux commencer cette série des tops et des flops? Quels sont les joueurs que tu mettrais en avant et ceux que tu mettrais un peu en arrière, où tu es déçu par leur prestation? Alors, dans les tops, je mettrais. J'ai fait des choix un peu bizarres peut-être pour ce que j'ai dit, mais c'est vrai, je suis d'accord avec Rico sur Bafouté Diakité comme central en fait en défense, parce que je pense que c'est son poste en fait. C'est pour ça, moi, à chaque fois l'année dernière, je continuais en disant qu'il pouvait pas jouer arrière droit parce qu'en fait, il poussait pas trop, etc. Donc, je trouve qu'en fait, la défense avec lui et un autre, ça va aller. Mais si c'est vrai que même lui, il a fait 2-3 choses un peu bizarres. Et après, je mettrais Zerova. C'est bizarre. Mais c'est quand même quelqu'un qu'à chaque fois qu'il rentre, au minimum, il essaye quand même à faire quelque chose. C'est vrai que lui aussi, il sait pas s'il va jouer au LOSC cette année ou pas, etc. Mais au minimum, dès que tu le vois sur le terrain, même le fait que Nice a commencé à se défendre beaucoup plus bas, c'est aussi parce que Zerova il est rentré, il a essayé 2 ou 3 choses. Après le joueur, on le connaît, c'est celui-là, il va pas nous inventer des choses. Mais au minimum, c'est quelqu'un qui a essayé un peu à changer les choses. Donc pour moi, c'est quand même apprécié parce que c'est vrai que j'étais déçu par rapport à la portation offensive de l'équipe. Moi aussi, je pensais qu'on arrivait cette année beaucoup plus fluide parce qu'on avait passé cette période un peu d'adaptation à ce qui était la tactique de Fonseca. Et donc voilà, il a quand même essayé de créer quelque chose. Et dans les flops, je mettrais Yazici parce qu'en fait, je sais pas, mais à chaque fois qu'il rentre, moi, je m'attends quelque chose. Je dis, ce joueur avec beaucoup de qualité, etc., il va faire au minimum 1 ou 2 trous qui vont changer le match. Et franchement, je l'ai vu même physiquement, trop lent. On le connaît, mais bah, je sais que c'est normal entre guillemets, mais je suis franchement déçu parce que moi, je pense qu'au minimum au niveau de ce qu'il peut donner au niveau de la qualité, il peut faire beaucoup mieux. Voilà. Christophe C, est-ce que tu veux enchaîner? Oui, moi j'ai un flop, c'est Lorenzo, parce qu'il attend encore quelque chose de Yazice, et là j'arrive pas à comprendre Lorenzo. Il n'y arrivera jamais à Lille, le pauvre garçon. Oh. On a vu dans un match comme ça. Malheureusement. On a vu Yazice ce matin à l'entraînement, je te trouve sévère Christophe, parce que il est en pleine forme pour la Coupe du Monde de rugby. Ah ouais, il a blessé personne et c'est déjà pas ce matin, c'était terrible. Il y a des pigeons du domaine de Luchin qui ont eu sacrément peur ce matin. Bon, après, pour être sérieux, moi j'ai bien aimé, j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, Thiago Santos, là sur le côté droit, ça m'a beaucoup plu. J'ai bien aimé l'image de Chevalier qui nous sort quand même. Enfin voilà, heureusement qu'il a fait la petite action là sur où tout le monde réclamait le penalty côté niçois et j'étais pas loin de penser aussi, mais finalement quand on regarde, c'est vrai que bon ça va quoi, c'est géré. Après dans les foot, je vais citer le même que tout à l'heure, Joe David, parce que d'habitude j'ai tendance à le soutenir ce garçon et on a vraiment du mal à le trouver. Là, c'était juste impossible. Enfin, physiquement, il y est pas. Donc, et avec le jeu qu'on pratique, s'il y est pas physiquement, on n'y arrive pas avec lui. Donc voilà. Et Cabella forcément pour sa petite cagade, la même chose que l'année dernière. Donc il nous coûte deux fois l'ouverture du score niçoise en 2 saisons. Ça commence à faire beaucoup. J'espère qu'il va pas finir à Nice l'année prochaine ou dans 2 ans, parce que alors là, ça va pas le faire quoi. Donc non, j'ai pas aimé son match de toute façon, et aussi son action où je pense qu'un garçon de cette expérience avec un gardien face à lui où on connaît les qualités, c'est pas les ballons à terre, et il la met juste où il faut bien. Alors il y a un beau réflexe du gardien, mais il doit marquer. On peut pas passer au travers d'une action comme ça. Il est quand même à 4 mètres du but. Enfin voilà quoi. C'est pour moi c'est pas excusable. Donc il devait se récupérer au moins sur cette action. Fabien, est-ce que tu peux nous faire tes tops et tes flops? Je peux faire mes tops et mes flops, bien sûr. Je passe après les autres, où c'est facile de répéter la même chose. Je dirais que dans les tops, Diakité qui a assuré en défense centrale et qui nous a permis de ramener un point. Il n'a rien lâché jusqu'au bout. Je dirais que Santos, qui pour son premier match officiel,
Il a concrétisé un peu ses matchs amicaux, hein, donc je pense que ça va être un bon élément derrière en défense. Et je dirais le retour de la Ligue 1 et les déplacements, ça faisait du bien de se déplacer, hein, pour certains de chez nous. On était content de partir à Nice, de faire un petit week-end entre copains. Sinon, dans les flops, Virginius, hein, qui a loupé son match, hein, faut être honnête. Je dirais après l'attaque lilloise qui n'a pas mis au fond. Et le gardien niçois qui a tout fait pour marquer aussi des buts. Donc, encore une fois, il y a un gardien adverse qui fait son match contre nous. Donc, c'est un flop pour nous. Bon, ça reste un grand classique. Hein. On arrive bien à mettre en valeur les gardiens avec notre jeu de possession. Hein. C'est comme ça, malheureusement. Est-ce que, Georges, tu veux nous faire part de ta shortlist, tes top et tes flops, hein? Alors, ça va être relativement similaire, mais évidemment, on ne peut pas ne pas citer parmi les tops Thiago, ce qui a été étincelant. Enfin, je crois qu'on a trouvé un arrière droite Ostandi. En plus, ça monte, il est excellent devant, il est excellent derrière, il est très bon techniquement, il se bat comme un chien, donc idéal, ce petit bonhomme. Je voulais marquer aussi, même s'il a fait un match très transparent, juste pour sa passe à Cabella et vraiment sa lecture du jeu parfois, Haraldsson, même si son match est pas fabuleux, hein, il a beaucoup joué vers l'arrière, mais malgré tout, il a eu 2-3 inspirations, notamment en fin de première mi-temps, où j'ai trouvé super intéressant. Et puis le capitaine, Benjamin André, parce que dans un match comme celui-là, on a toujours besoin de quelqu'un pour secouer le cocotier. Puis, pas grand-chose de neuf depuis l'année dernière, quoi. On sait que c'est lui le taulier, c'est lui le patron, et c'est lui souvent qui va gagner la guerre du milieu. Alors, les flops, ouais, on a parlé de Virginius. Alors, Christophe, tu disais, on ne sait pas s'il y a un sens du jeu. Moi, je m'étais dit, c'est vrai qu'il est très jeune. Donc il y a une espèce d'indulgence par rapport à ça, mais on a l'impression que sur la reprise de ce match par rapport à l'année dernière, il n'y a rien qui a changé. Je me demande même si ça ne s'est pas empiré, et en effet on a l'impression qu'il est sans arrêt à contresens, qu'il est sans arrêt, il n'est jamais dans le sens du jeu, il a très mauvaise lecture, des passes qui ne sont jamais inspirées, il y a de la vitesse, mais il n'y a pas beaucoup d'inspiration. Donc, peut-être qu'il va falloir être un petit peu plus patient que prévu, mais il faudra bien qu'à un moment, Virginius montre quelque chose. Donc, pour moi, c'est un gros flop. Deuxième, alors, les autres, on avait parlé de David Baleba. Moi, j'ai mis un petit peu en aparté, eu égard au fait que je pense qu'actuellement, ils sont peut-être un peu à côté de leur pompe, s'il peut se comprendre. Je mettrais, avant que Christophe ne le mette, parce que, encore une fois, Alexandro, hein, dès qu'il a le ballon dans les pieds, j'ai très peur. Et même, on a parlé de la boulette de Cabella, mais revoyez le placement d'Alexandro sur le but, quoi. Vous verrez que si, évidemment, il y a 90% pour Cabella, je pense qu'il y a moyen de faire autre chose derrière, quoi. Et puis évidemment, le flop Cabella, sur ne serait-ce que de façon très factuelle, c'est lui qui assure la mauvaise passe sur le but niçois, c'est lui qui rate quand même le but sur le caviar d'Haraldsson. Donc voilà, quoi. J'aime beaucoup Baleba, mais sur ce match-là, j'ai l'impression qu'à Nice, il y a un problème, quoi, avec Cabella. Christophe, tu veux terminer, et puis après on mettra en avant quelques remarques des auditeurs, des internautes. Moi, j'ai déjà un gros flop à mettre à Fonseca, parce que on a fait un hommage, Nice a fait un hommage à Puel en début de match. Et si j'aimais beaucoup le coach Puel à Lille, c'est parce que il savait s'adapter à son effectif. C'est-à-dire, si son effectif, il n'y avait pas de mec rapide sur les ailes, il jouait de façon à pas jouer forcément sur les ailes, je récupérais les ballons haut dans un 4-4-2. Enfin bref, il savait s'adapter. Donc là, on a un coach qui est quand même psychorigide. 4-2-3-1, c'est toujours la même chose. Et il faut des mecs rapides sur les côtés. Et si j'ai pas un mec rapide, je mets un mec pas rapide. Et sinon, je mets un jeune, j'en ai rien à foutre, je mets un milieu de terrain. Et je veux jouer dans mon schéma. Et ça commence à me gaver depuis un bout de temps, là. Mais donc, voilà. Donc, je pense que Fonseca, il a un côté psychorigide qui peut faire mal à un effectif, pour moi. Parce que l'effectif, Virginius, il était très bon en deuxième attaquant dans un 4-4-2, mais il était à chier sur une aile. Donc là, sur l'aile, forcément, on l'a vu sur l'aile. Donc voilà, faut peut-être le voir dans la position où il est bon. Et donc, la principale flop, je mettrai à Fonseca. Le principal top, je mettrai à l'arbitrage. Et j'ai pas vu que ce match-là, j'ai vu d'autres bouts de match.
l'arbitrage a décidé de faire jouer, de ne pas pénaliser avec l'anti-jeu. Donc s'il y a un anti-jeu, il laisse jouer quand même, et quitte à revenir derrière mettre un carton. Et ça, j'espère qu'ils vont continuer comme ça parce que ça a quand même donné une aération au jeu, malgré deux équipes qui étaient un peu patodes, qui étaient un peu cherchées à faire des passes à 2 mètres. Mais malgré ça, il y a quand même eu des actions dans le jeu parce que l'arbitre n'a pas coupé le jeu pour rien, quoi. Pour des trucs à 2 balles, je retiens le maillot, si ça joue quand même, ça joue quand même. Et s'il faut revenir pour le carton, on vient sur le carton. Donc c'était quand même le top que je voulais mettre. Après, au niveau des joueurs, on a déjà tout dit, mais revenons 2 secondes sur Cabella. Cabella, il a 33 ans. L'erreur qu'il fait là en début de match, à 17e, je sais plus combien, 12e, 17e sur le but qu'on prend, c'est inadmissible à cet âge-là. C'est inadmissible. Je veux dire, si t'es à 33 ans, tu peux pas t'amuser à essayer de faire un crochet à 2 balles que tout le monde voit arriver à 500 mètres en position de dernier joueur par rapport à ta défense. Déjà, et après, bon, je mettrai un gros flop aussi à Alexandro, mais ça, c'est le marronnier, quoi. Mais il est tellement mauvais, quoi. Il est tellement mauvais, il a fait de la merde, mais plusieurs fois dans le match. Enfin, il n'y a pas le niveau. Enfin, moi, j'aime beaucoup, comme gars, il est super sympa, mais enfin, il n'y a pas le niveau pour jouer en Ligue 1, quoi. Il n'y a pas le niveau Ligue 1, quoi. Donc après, il fait ce qu'il peut, mais là, sur le but qu'on prend, il marque Diakité, donc c'est bien, mais Diakité, il y a quand même peu de chances qu'il aille vers le but pour marquer, quoi. Normalement, il va jouer en défense, quoi. Donc, c'est bien de le marquer, c'est une sécurité en plus, mais ça sert à rien. Vaut mieux tenir ta zone gauche, quoi. Et après, ça passe au centre à Chevalier, qui était catastrophique. Enfin, je veux dire, il y a eu d'autres trucs dans le match. Enfin, bref. Alexandro, je peux pas. Mais bon, voilà. Donc, c'est en gros ce que j'avais à dire. Est-ce que je peux compléter, Christophe? Il y a une chose bien aussi avec l'arbitrage où ils sifflent plus rapidement quand il y a hors-jeu, ils n'attendent pas à la fin de l'action. Et ça aussi, c'est quand même de voir le hors-jeu qui est sifflé quasiment tout de suite dans l'instantané et pas attendre parfois même qu'il y ait des blessures ou des tacles un peu sévères. Enfin voilà, ça fait du bien aussi. On peut peut-être citer l'arbitre, c'était Jérôme Brizard, c'est ça, je dis pas de bêtises? Non, c'était Bastien. C'est Bastien, ouais. Brizard est arbitré Lens, je crois. C'est un bon arbitre. Il a fait un peu d'arbitrage aussi. Très bon gardien, très bon arbitre. C'est pour ça que j'ai répondu, les deux ont fait une prestation de qualité. Alors, Marie Brizard, toi. C'est Marie Brizard qui c'est bien. Bon, soyons sérieux un peu. Revenez un petit peu sur le cœur du sujet. Alors, on a quelques réactions en fait sur en top et flop. Donc, on a. Alors, attendez, je me remets dessus. On cite sur les réseaux, donc JB, Angel, bonne entrée pour Angel. On a également Thierry Diakité, flop Virginius. On a Jean-Michel qui nous dit que ce match a un grand intérêt. Il a mis en évidence un manque en attaque. Pour Idriss, qui était présent au match, qui est venu nous saluer, donc salut Idriss, j'ai bien apprécié Haraldsson et Chevalier à Nice, et j'ai surtout apprécié l'ambiance en tribune. C'est vrai qu'on le rappelle, c'était vraiment une magnifique ambiance. La section Lincel qui a un flop, c'est l'absence de notre gourou en déplacement, on était perdu. Et puis ils ont également un top, c'est l'absence de notre gourou. On était enfin libre là-bas à Balade. Donc voilà, donc on voulait te faire passer ces messages qui te font certainement très plaisir. JB, le meilleur joueur de Nice, c'était le gardien. On a ensuite Idriss Haraldsson vient d'arriver, cependant je le sens bien, il va glacer prochainement nos adversaires. L'hiver arrivera plus vite que prévu. Pour Valentin, juste pour dire un truc, en fait, je pense qu'il a vraiment trop souffert le premier match de Ligue 1. Il est quand même petit, physiquement, là, je l'ai vu vraiment perdu pendant le match. Et c'est normal, mais peut-être on pensait pas de le voir comme ça parce que les matchs d'avant-saison, voilà, il nous semblait qu'il était déjà dans les schémas de Fonseca et tout ça, mais physiquement, la Ligue 1, c'est vraiment dur si tu connais pas le championnat. Donc, je pense qu'il faut juste vraiment avoir un peu de patience avec lui.
Voilà, et puis je ne Ok, sais pas, bon. par rapport à ma remarque de tout à l'heure, où je disais qu'il n'occupait pas suffisamment le flanc gauche, je ne sais pas si c'était une consigne de Fonseca ou si c'était, comment dire, une erreur de sa part qui avait tendance effectivement à se recentrer systématiquement et pas aller chercher les côtés. Tu voulais dire quelque chose, Christophe? Non, c'est ce que tu as dit. Il était perdu à gauche même par rapport à Ismaili, la montée d'Ismaili, il se comprenait pas trop. Alors, dans le match, il y a quand même 2-3 fois où il a réussi à combiner avec lui et à trouver des centres. Mais c'est vrai qu'il avait du mal sur le côté gauche. Tu sens bien que c'est un joueur qui est habitué à jouer dans le centre et dans le centre du jeu, quoi. Voilà, c'est ça. Et en plus, au Danemark, je pense qu'il jouait 4-3-3 et je pense qu'il jouait à droite en plus. Ah oui. Alors, on parlait tout à l'heure des problématiques de mercato. Donc, Bayo, Yazici, Zedelka sous le départ pour Valentin. David, Baleba, Zegrova ont des chances de partir. Sans compter l'éventuel prêt de Virginius. Ça va être compliqué pour la suite. On a, après, il y a beaucoup de clins d'œil à Fabien. Je te laisserai découvrir dans le replay. Il n'y a pas de souci. J'en vois arriver. Les sanctions vont être terribles. Donc voilà. Alors, beaucoup de remarques. Donc je voulais quand même, pour terminer cette partie de Nice, vous partager la réaction de Fonseca et j'attends vos commentaires sur ce que vous en pensez. Voici la réaction de Paulo Fonseca à l'issue du match. Nice est difficile, mais je pense que nous avons fait un bon match. Je ne suis pas totalement content avec le résultat, mais je suis content avec le courage des joueurs, l'ambition des joueurs. Je pense que nous avons dominé totalement le match. Nous avons plus le ballon, nous avons plus d'occasions, plus expected goals. Et je pense que nous avons mérité les résultats, peut-être un peu plus, mais je pense que nous avons fait un bon match. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'entraîneur du LOSC qui veut commencer? Fabien, tu veux commencer? Tu es d'accord avec lui? D'accord, pas d'accord. Chacun sa vision quand même sur les matchs. Moi, je pense que le match, on doit le gagner. On a des occasions, on est plus fort que Nice. Surtout en deuxième mi-temps, Nice a joué que derrière. Et on n'a pas été capable on revient sur la même chose là, on n'est pas capable de marquer 2 buts dans un match, alors qu'on a des occasions pour les foutre au fond. Donc, te contenter de dire on a bien joué et on a fait match nul, c'est bien. Non, ça commence à être frustrant. Et il faut qu'on tue les matchs, on est capable de le faire. Il faut gagner, quoi, c'est tout. Hein, tout simplement. Donc je suis pas d'accord avec lui. Les autres membres du bistrot, alors Christophe D, tu es déjà positionné, tu as déjà en partie évoqué le sujet. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Moi, je dirais juste, en tant qu'entraîneur, il peut pas dire autre chose sur son match. Il a positionné son équipe comme ça, même si les joueurs n'ont pas répondu au poste, comme tu as cité Haralson, mais de l'autre côté, Virginius, il n'a pas été bon non plus. Et au milieu de terrain, c'est cherché. Mais il peut pas dire autre chose parce que dans l'ensemble, les joueurs sont volontaires et ont donné, quoi. Il y a pas de joueur qui s'est caché. Il y a une grosse défection, c'est Cabella sur cette grosse connerie. Mais le reste du temps, c'était plutôt cohérent, même s'ils étaient un peu sur le fil à un moment en défense. Mais donc, je comprends son discours en tant qu'entraîneur devant une télé. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'il va dire dans le vestiaire, parce que dans le vestiaire, il doit leur dire, les gars, si vous voulez gagner, il faut mettre un peu plus. On peut pas gagner en marchant comme ça devant, quoi. C'est pas possible. Georges, ton avis sur cet avis? Ben oui, je relativiserai. Alors, évidemment, si on s'en tient factuellement à ce qu'il dit, oui, on a dominé, mais on affronte une équipe niçoise qui marque très vite dans le match et qui a des carrosses physiques, donc qui forcément, après, s'amuse à jouer en mode gestion de bus, un petit peu. Donc, on ne pouvait que dominer, avec l'idée quand même de dire, sur la deuxième mi-temps, les Niçois n'ont pas non plus essuyé un orage, quoi. Je ne sais plus qui en parlait, parce que la deuxième mi-temps était même... particulièrement soporifique. Donc, ouais,
Donc voilà, mais après, oui, je pense aussi que pour la conf de presse, surtout au travers d'une première journée, avec aussi, moi j'y reviens, dire à certains joueurs, demander à certains joueurs de se défoncer plus, bah oui, mais encore faut-il être sûr, je me répète, mais que les joueurs soient encore là dans 15 jours. Je pense que il y en a certains qui deviendront très bons au 1er septembre, mais avant, on ne pourra pas trop compter sur eux. Donc oui, par rapport à tout ça, c'est un peu... voilà, quoi, on sent l'interview, la réponse, le commentaire d'après-match qui est un peu forcé sur le côté méthode Coué, quoi. C'est propre. Lorenzo, Lorenzo, quelque chose à rajouter? Franchement, moi, je sais pas. Mais par rapport au match de l'année passée, par exemple, contre Nice, j'ai vu pas ce match où vraiment on méritait, et après on a eu de la malchance. Cette année, c'est bien parce que le karma, elle nous a donné quelque chose, parce qu'on a égalisé à la fin. Mais je suis franchement, comme Christophe il a dit, bah oui, c'est l'entraîneur, il va dire ça, et c'est pas l'envie qui manque. Mais devant, on était trop, je trouve que vraiment, ça ne m'a pas convaincu. C'est le début de saison. Mais je suis pas trop d'accord sur le fait qu'on a vraiment été beaucoup plus que l'adversaire. Je trouve que le match est nul et mérité. La défaite, peut-être, c'était trop, mais pas exceptionnel. Voilà. Christophe C, tu veux terminer ce tour de table? Rapidement, parce qu'il y a plein de choses. Je suis assez d'accord avec Christophe. Il peut pas dire autre chose. Par contre, là, c'est une réaction qu'il a après dans le vestiaire. À la fin du match, il y a des interviews avec le diffuseur télé. Et là, c'est bien pire encore. Il est totalement hors sol sur ce qu'il dit à la fin du match. Là, il s'est un petit peu recadré quand même. Et si vous avez l'occasion de réécouter les interviews d'après-match, alors là, c'est la totale aberration. Enfin, j'espère qu'il a regardé le match vidéo avec une petite analyse joueur et ligne par ligne. Et là, j'espère qu'il s'est rendu compte quand même qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été dans ce match. Et respective goal, on s'en branle. Enfin, je m'en tape. Voilà. Enfin, il y a des choses comme ça qui dit non, on peut pas accepter ça. D'autres choses à lui reprocher. Et là, c'est vrai qu'il fait le job. Voilà, c'est un pro, c'est tout. Il y a des mots qui nous fâchent au Bistro des LOSC, et expected points et expected goal, c'est vrai qu'on n'aime pas beaucoup. C'est une notion qui nous échappe. Mais celui-là, c'est pas le classement de la possession, non? Ça, c'est le classement pour le match gagné. Là, c'est le classement pour le classement après la première journée de Liga. C'est un classement facile. Ceux qui ont gagné ont 3 points. Ceux qui ont fait match nul en ont 1. Ceux qui ont perdu ont 0. Alors voici la première partie. Stade Rennais qui est premier, qui est suivi par l'AS Monaco et par le Stade Brestois. Et nous sommes 9e. Brest a gagné. Brest a gagné. Ouais. D'ailleurs, il y a beaucoup de clubs européens dans les 10 premiers. Il faut le noter. C'est vrai. Et on a également, donc on voit la suite, on voit Nice qui est juste derrière à la 10e place, et on voit Metz et Clermont qui ferment la marche. On voit Nantes, on en reparlera, qui est antépénultième. Voilà, donc c'est le classement que je voulais vous partager, ce qui va nous permettre de terminer cette première partie sur le match de Nice et de passer à la deuxième partie. On va parler du mercato. Donc, deuxième partie, un petit voilà, les dernières infos, Bâle saison 4, le mercato. Alors, la photo illustre les choses, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai une deuxième interruption publicitaire à vous soumettre. Et qui est un hommage justement à la première recrue phare de notre mercato, Samuel Umtiti. Donc on a un petit clip à vous partager. Viens chercher le but comme Samuel Umtiti. Viens chercher le but comme Samuel Umtiti. Ramenez le but à la maison, à le bistrot, allez. Ramenez le but à la maison, à le bistrot, allez. Eh oui, voilà,
je sais pas si on doit être fier ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, Fabien, toi qui es notre premier auditeur, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça te donne envie d'acheter un deuxième mug? Ah, je vais compléter la collection, hein, parce que je pense que le premier, il va pas tenir. Hein. Tout le monde se l'arrache ici à l'insel. Voilà, alors je ne dénoncerai pas la personne qui est au chant sur cette chanson, hein, je le dénoncerai pas, mais sachez que la première version est encore pire. Donc, voilà. Un petit clin d'œil à Samuel Umtiti, la première recrue majeure du mercato. Alors normalement, j'ai un petit tableau de synthèse que je vais vous retrouver, qui va permettre. Comment vous trouvez finalement ce mercato à ce stade-ci du championnat, même si on a dit tout à l'heure que c'était regrettable qu'il y avait encore 15 jours après le début du championnat. Quel est votre premier sentiment sur ce mercato? C'est plutôt encourageant ou c'est plutôt inquiétant? Fabien, tu avais la parole, je te laisse continuer. L'inquiétant, c'est que, comme disait tout à l'heure Christophe, le mercato n'est pas fini. Donc, si on croit tout ce qu'on lit dans les journaux sportifs, on va être dépouillé d'ici la fin de saison, hein, d'ici la fin du mercato. Hein. C'est compliqué. Après, niveau arrivée, je pense qu'on a été chercher quelques joueurs prometteurs. Je parle pas d'une Tipeee. On a été chercher des joueurs aussi. Tu ne crois pas à la solution Umtiti? Umtiti, il faudrait déjà qu'il soit sur le terrain. On l'a vu ce matin, il n'est pas à l'entraînement non plus, donc ça veut dire qu'il sera pour le ce week-end. Après, est-ce qu'ils l'ont pris pour remplacer José Fontaine dans le vestiaire, mais que dans le vestiaire, c'est peut-être une autre solution. Hein. Après, Haraldsson, je pense qu'il a un peu d'expérience de Coupe d'Europe, parce qu'il a joué. Alors, qui veut prendre la suite? Vas-y, enfin, moi je veux bien. Je vais essayer de vous partager un petit slide. Je l'avais pas fini, je crois. Je vais essayer de vous partager un petit slide là-dessus. Je suis désolé, c'est un peu. Il y a un petit problème technique là que j'essaie de solutionner, mais ça devrait se résoudre. Alors, est-ce que ça vient? Moi, par contre, je suis d'accord avec Fabien. Je suis d'accord avec Fabien sur Umtiti parce qu'en fait, moi, je l'ai vu jouer beaucoup l'année dernière. En plus, il était pas loin de chez moi ici en Italie. Et franchement, il a donné de l'expérience. Mais niveau physique, Lecce termine la saison avec beaucoup de problèmes. Ils ont risqué d'aller en deuxième division. Franchement, bien parce qu'il a aidé beaucoup l'équipe à se sauver, mais pas ouf quoi. Donc moi aussi je suis un peu à moitié sur ça. J'espère qu'au minimum il sera pas toujours blessé et qu'il pourra donner ce qu'en fait Fontaine donnait au niveau de l'expérience. Et après tout changera en fait si on tient des joueurs ou pas, parce que je pense, comme Georges le disait, il y a des joueurs qui vont devenir très bons à partir de septembre. Un de ces joueurs, il va être Jonathan David, s'il est sûr de rester une autre année. Et il faut penser aussi que si on va garder David, c'est quand même un joueur qui va nous donner au minimum, j'espère, 15 ou 20 buts comme il a fait les 2 années précédentes. Donc, ça dépend vraiment des dernières 2 semaines de mercato. Hein. Voilà. Ouais, dans la petite présentation que j'ai enfin réussi à mettre, hein, désolé, c'était un peu laborieux. Vous avez, on a parlé de Samuel Umtiti. Alors j'ai eu des Lyonnais, des supporters lyonnais. Vous avez peut-être entendu à sa conf de presse d'arrivée, il avait regretté de ne pas pouvoir partir à Lyon. Effectivement, c'était son choix de cœur. Et j'ai pas réussi à savoir si il y a 2 options. Est-ce que c'est le physique d'Umtiti qui a fait que les dirigeants avaient du mal à lui faire confiance? Est-ce que c'est le fait que le départ de Las, qui était a priori favorable à son retour, qui a empêché sa venue à l'OL, ou est-ce que c'est une problématique d'encadrement de salaire? J'imagine que le salaire d'Umtiti, c'est pas 50 000 euros par mois et que Lyon a une problématique DNCG. Il ne peut pas, donner de nouveaux salaires s'il ne fait pas le ménage dans son effectif. Et en fait, c'était compliqué pour les dirigeants lyonnais de prendre quelqu'un avec un salaire aussi important. Voilà. Je n'ai pas la réponse. Est-ce que c'est un peu des 3? Est-ce que c'est plutôt un autre élément qui était majeur? Les supporters lyonnais ont
ont un avis assez mitigé sur le sujet et sur le retour d'Umtiti à Lyon. Est-ce que les autres recrues vous semblent intéressantes? Alors, si j'ai pas donné la parole à tout le monde sur Umtiti, vous pourrez rebondir dessus quand vous prendrez la parole. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qu'on a vu jouer déjà, donc Santos et Haraldsson? Est-ce que ça vous paraît prometteur? Et les deux nouveaux, donc Miramon et Cavallero, qu'est-ce que vous en attendez? Alors, qui n'a pas eu la parole? Christophe C? Allez, moi j'ai bien aimé ce que j'ai vu ce matin, en tout cas avec Cavallero. Il m'a impressionné ce matin, un joueur assez complet, physique. Je m'attendais pas à un joueur gaulé comme ça. Enfin, c'est impressionnant physiquement. De sacrés appuis, les deux pieds, une bonne frappe des deux pieds. Donc j'ai bien aimé ce matin. J'espère qu'on le verra assez vite et que du coup, Haraldsson pourra peut-être jouer à un poste différent parce qu'il est vraiment côté gauche à la place de Bamba. J'ai vraiment bien aimé ce matin. Alors Haraldsson, ce qu'on a vu sur le premier match, alors un peu timide. Je pense qu'il n'y avait pas trop de prise de risque avec beaucoup de jeux vers l'arrière, mais voilà, il n'a pas fait d'erreur majeure et c'est aussi la preuve d'une intelligence. Et ce matin encore, on a vu aussi des petites choses techniques et vraiment de la rapidité d'exécution. C'était vraiment très plaisant. Bon, Miramon, on l'a vu que ce matin, mais on a un nouveau Fernando a priori, hein, donc en tout cas dans l'esprit, c'est comme ça qu'il nous est présenté. Et sur le cas de Umtiti, peut-être que Umtiti a regardé aussi l'effectif lyonnais qui est en pleine évolution et il s'est peut-être dit que finalement jouer quelque chose, même si c'est pas tous les matchs avec lui, c'était peut-être plus intéressant que d'aller à Lyon. Donc et le fait que Aulas ne soit plus là a été aussi peut-être joué dans sa décision de venir à Lille. Et dans la liste que tu viens d'enlever là, mais il y a une chose qui met un petit peu en travers, mais financièrement ça peut se comprendre, mais le départ de voyage, enfin voilà, c'est financièrement c'est forcément top que ce que Lille a fait, mais il nous manque un petit peu, notamment sur ces évolutions au côté droit là. Enfin, c'était vraiment bien de l'avoir chez nous l'année dernière et l'année d'avant. Donc, enfin voilà, ça c'est mon regret en tout cas pour l'instant. Et forcément, ça va bouger. Et si Jonathan David avait été déjà transféré au départ, c'est tellement un jeu dans tous les championnats, il y a tellement de changements partout que, enfin voilà, tant que celui-là sera pas fait, on aura du mal à voir clair un petit peu dans l'effectif lillois. Voilà, alors, quelques commentaires sur les réseaux sociaux. On a notamment un commentaire de Jean-Marc que je vous partage parce que c'est effectivement ce que j'ai lu également. Umtiti a une blessure au psoas, alors qui est délicate à soigner. Je ne suis pas kiné, alors j'avoue que je suis absolument incapable de pronostiquer ou diagnostiquer plutôt ce que c'est qu'une blessure au psoas. Est-ce qu'il y a des spécialistes du psoas parmi vous? Ça peut être long, ouais, tu vois, entre les adducteurs et les coronestes, c'est dans cet endroit-là, ça se passe dans ce cas-là. Non, ça peut être très long, ça, c'est un peu chiant, ça. Mais bon, on verra, des fois, ça va plus vite, mais bon. Non, alors, ça peut être gênant. Vous voyez nos deux recrues, nos deux dernières recrues, donc on a parlé de Cavallero, on a Miramon. Qu'est-ce que vous attendez de ce Miramon? Alors, à qui prendre la parole? Est-ce que c'est à Georges? Georges, tu en penses quoi de ce jeune Argentin qui a été presque adoubé par Fernando D'Amico dans une vidéo? Non, je n'avais pas vu grand-chose. Simplement, c'est un peu emblématique de ce qu'on fait en termes de recrutement depuis des années, quoi. En gros, une pépite et un revanchard. Alors, faire toujours très attention dans la communication, notamment des agents. Une pépite, en général, c'est un jeune joueur qui vient de nulle part, qu'on ne connaît pas et dont on ne sait pas où il va aller. Et le joueur revanchard, c'est un joueur qui a connu de grands passages à vide et qui, des fois, peut les poursuivre pendant très longtemps. Et inversement, on a souvent aussi il se trouve que très souvent chez nous, on a eu des pépites qui sont avérées être des vrais, et des joueurs revanchards qui ont su, je pense à Loïc Rémy, qui revenait de nulle part. Donc, Miramon, je connais pas du tout. J'ai entendu D'Amico, en effet, on dressait beaucoup d'éloges et faire un parallèle avec sa propre histoire au sein du LOS. Donc, si c'est un profil assez similaire, ça ne peut être que positif parce que c'est singulièrement ce qui nous manquait l'année dernière, quoi, des hargneux au milieu pour épauler André. On verra. Par contre, moi, je voulais marquer aussi le fait, on a parlé du départ de Weah, mais moi, surtout,
par rapport à la fluidité et le jeu qui était le nôtre l'année dernière, celui qui risque de nous manquer beaucoup, c'est évidemment André Gomes, quoi, parce que on n'a pas deux fois l'occasion de retomber sur un joueur de ce niveau-là, qui est techniquement d'un niveau hors norme. De par ce fait, je pense qu'on est dans l'incapacité de trouver un joueur aussi fort techniquement, stratégiquement, et je pense que peut-être que ça s'en ressentira aussi sur la fluidité du jeu, ce qu'on a déjà vu à Nice. Alors, on a Fabien, tu étais, je pense, j'en suis même certain, à l'entraînement ce matin. Tu as pu observer nos différentes recrues. Avant, je voulais dire simplement, ça fait du bruit. Avant, encore couper ton micro 10 secondes. Avant de te passer la parole, on avait nous un envoyé spécial à l'entraînement, c'est Baptiste, que vous connaissez sous le nom de Coach Bourac, et on l'a envoyé le meilleur en observation sur les recrues. Donc on le voit ici avec Caballero, avec notamment Paulo Fonseca, mais on a aussi trouvé la raison pour laquelle il a énormément de progrès à faire dans l'analyse tactique. Vous le voyez ici, quand vous regardez de plus près, il regarde pas vraiment l'entraînement, c'est pas ce qu'il a vu derrière lui, mais il est un peu dissipé au niveau de l'entraînement. Donc voilà, on le salue, Baptiste, il était très présent, mais peut-être pas suffisamment à certains moments. Fabien, je te repasse vraiment la parole cette fois-ci. Est-ce que parmi les recrues... Bon les gars, je vais aller. J'ai une appel de Naples, c'est pour 0-1, donc je vais aller et à la prochaine. Hein. À bientôt, Lorenzo. Salut. Ciao les gars. Et Fabien, si je te passe vraiment la parole, Fabien, est-ce que parmi notamment les joueurs qu'on n'a jamais vu jouer, est-ce qu'il y en a un qui t'a fait forte impression ce matin à l'entraînement? Je dois être honnête ou pas? Oui, pourquoi pas? J'ai pas regardé l'entraînement ce matin. J'y étais, mais j'ai pas regardé, j'ai discuté. J'ai fait mon Baptiste. Écoute, Baptiste a été à bonne école alors, parce que tu en parlais Christophe tout à l'heure. C'est vrai que tu étais plutôt impressionné par Caballero, qui semble avoir une bonne frappe des deux pieds, un jeu de tête aussi. J'ai vu le but d'Eraldson à la fin. Belle frappe. Hein. Et j'ai vu que en fait tous les nouveaux sont restés pour signer les autographes. Ça je l'ai vu. Donc c'est des bonnes nouvelles quand même. Ils essaient de s'intégrer auprès des supporters. Alors, le coach. Voilà, je vais parler sous le contrôle de Christophe. Moi, ce que j'ai vu effectivement, c'est un Caballero plutôt énergique et plutôt efficace. Miramon, c'est un peu compliqué, mais c'est toujours difficile de se faire un jugement sur des oppositions aussi courtes. Par contre, moi, j'ai un petit coup de gueule qui va dans le sens de ce que Christophe tout à l'heure disait sur Fonseca. Alors c'est certes un entraînement public et c'est un peu particulier parce qu'on essaye de faire, on fait pas forcément les mêmes choses qu'on fait dans un entraînement privé, mais réduire l'entraînement public à des oppositions sur un demi-terrain, finalement, ça explique un peu l'absence de profondeur qu'on a parfois en match, parce que finalement, c'est toujours des passes courtes, essayer de rentrer dans la surface avec le ballon, et si on travaille pas la vitesse et les débordements et le jeu vertical à l'entraînement, forcément, on pourra pas l'appliquer en temps réel lors des matchs. Alors, j'espère qu'ils le font quand même quand on n'est pas là, mais c'est vrai que c'était un petit côté qui m'a un peu surpris. Alors, je sais pas si vous avez des commentaires à rajouter sur mon sentiment. Christophe, tu es de mon avis? Moi, j'ai pas vu l'entraînement. Non, Christophe, oui, vas-y. Ouais. Mais tu peux, vas-y, tant que tu as la main, vas-y. Tu en penses quoi? Moi, je pense que le jeu de transition, tu peux l'oublier. Hein. C'est pas ce qu'on veut faire. Mais à la limite, si on veut jouer haut, je sais pas. Alors, je vais faire une comparaison qui est quand même assez aléatoire, mais tu prends Manchester City, ils jouent haut et ils ont pas de jeu de transition quasiment. Mais ils vont jouer haut, ils vont jouer des passes dans la surface et à force de redoubler, de faire des passes rapides, ils vont trouver des trous. Bon, nous, on n'est pas à ce niveau de la technique. Donc, ça m'inquiète un peu parce que le jeu de transition, c'est quand même bien pratique pour trouver des phases offensives et j'ai l'impression qu'ils travaillent. Alors, tu dis qu'ils travaillent pas, mais ce qu'on a vu contre Nice, ce qu'on a vu l'année passée, enfin, on a oublié dans la seconde partie, dans le Mercato, il y a Bamba.
Bamba, c'était un des seuls qui joue en transition encore au LOSC. Le déplacement qu'on a fait ensemble à Reims, il y a qu'un joueur qu'on a vu faire mettre un peu le feu dans la défense de Reims, c'était Bamba. Parce que c'était quasiment le seul qui faisait des appels sur une récupération de balle pour aller chercher le ballon, pour aller percuter. Mais là, c'est fini. Hein. Il n'y a plus personne qui le fait. Bon, Virginius peut-être, mais lui, il appelle avant, il appelle après. Enfin, il est pas en phase, quoi. Il faut qu'il se remette dans la phase, quoi. Mais il n'y a plus de joueurs qui jouent la percussion. Donc, en effet, on joue. Alors, ce que tu as vu, le petit terrain, je pense que c'est une banide. C'est une banide, c'est-à-dire qu'on joue sur 40 mètres avec très très serré. Et puis, pour le gardien, pour moi, c'est un supplice. Hein. C'est-à-dire que le mec, il se prend des tirs de partout. Mais bon, ouais, c'est fait pour trouver des petits espaces. Alors ça, c'est bien de le faire. Ça, à mon avis, ils le font un coup de temps en temps. Puis derrière, ils font des jeux un peu plus espacés. Mais on cherche pas la transition. On cherche plus. Ça, Fonseca, c'est pas son jeu. Donc, il faudra pas regretter de ne pas voir les joueurs être servis. Et l'année passée, on a vu X fois Joe David faire un appel à l'autre bout du terrain et jamais être servi parce que c'est pas ce qui est demandé par le coach. L'autre Christophe, tu étais présent, tu partages mon analyse? Oui, je suis d'accord avec toi. Après, le truc, c'est que je suis d'accord avec toi sur ce qu'on a vu aujourd'hui. Après, ce qui se passe d'habitude, c'est compliqué. Je pense qu'ils font effectivement autre chose que ça. Mais voilà. Puis, pour revenir sur ce que disait Christophe, le jeu comme ça, on l'a à Manchester City et on l'a avec le nouveau Paris Saint-Germain qui a battu le nouveau record de plus. La différence, c'est que il y a un pressing terrible et la récupération du ballon, elle est énorme et elle est hyper rapide. Alors que nous, on pratique un jeu offensif un peu similaire à ça, en étant vraiment, gentil. La différence, ouais, c'est ça. Et la différence, c'est que nous, les ballons de récupération, on les a avec notre défense centrale, donc forcément, on est beaucoup plus en danger que ces grandes équipes. Donc, on a encore du chemin à faire. Donc, mais effectivement, sur ce qu'on a vu ce matin, c'est évident que ce qu'on a vu, c'est exactement les défauts de notre jeu sur le match de vendredi. Alors, JB 764, le psoas, c'est la hanche, donc on se rapproche. C'est un muscle de la hanche, ouais. C'est un muscle de la hanche. J'avoue que Et on a un petit salut de Julien, donc qui n'est pas avec nous ce soir, mais qui dit on ne cherche plus la transition, tout est résumé par Viox, et sur ce qui manque parfois. Je vous propose de clôturer cette deuxième partie de l'émission, de passer à la troisième partie que je vais essayer d'illustrer, mais je crois que j'ai perdu. J'ai perdu la troisième partie, donc c'est pas grave. Je vais faire la transition avec la journée finalement de la deuxième journée de Ligue 2. Alors, je suis en train de chercher. J'ai un petit peu de problème. Il faut que je m'habitue finalement à ce nouvel outil. C'est parfois un peu compliqué à mettre en place. Je suis désolé. Alors voilà, je veux vous présenter donc le sommaire quand même. J'ai réussi à le retrouver. Donc, troisième partie de l'émission. Des Canaries au menu pour la première du LOSC à domicile. Troisième partie, on a parlé du match de Nantes. Alors, je vais vous rappeler le programme de la deuxième journée de championnat. Donc, on a effectivement, si vous voyez bien, vendredi, ça commence par Metz Olympique de Marseille. Ensuite, le samedi, donc on a Lyon-Montpellier, Toulouse, Paris Saint-Germain. Dimanche, donc à 13h, le match Lille-Nantes au stade Pierre-Mauroy. Et ensuite, vous voyez tout le reste avec le choc, entre guillemets, entre le leader actuel du classement, le Stade Rennais, qui se rend au stade Bollaert. Donc, un match Lille-Nantes qui paraît plutôt à l'avantage des Lillois. Est-ce que c'est un match piège? Comment vous le sentez, Fabien? On va commencer par toi. Est-ce que tu connais bien cette équipe de Nantes ou qui restait finalement sur une finale de Coupe de France et surtout un sauvetage en Ligue 1 en dernière minute? Nantes, c'est les miraculés de l'année passée quand même. Ils ont été dans la charrette tout le long de la saison et ils se sont sauvés au dernier match. Donc, c'est une équipe qui a mal démarré son championnat, qui va devoir tout de suite avoir besoin de points.
Donc ça va être un petit match piège. Et Nantes, l'année passée, on a eu du mal aussi contre eux l'année dernière. Hein. Donc, et si nous, on n'arrive pas à débloquer la situation rapide, ils vont bloquer derrière, ils vont mettre un bus, comme tous les ans. Et ça va être compliqué pour nous. Donc, en espérant que nos attaquants se réveillent, qu'on débloque la situation tout de suite, ça devrait aller. Alors, j'ai la composition du match contre Toulouse. Alors, j'avoue qu'il y a beaucoup de joueurs que je ne connais assez peu, entre guillemets. On connaît Lafont, mais qui s'est blessé, qui ne devrait pas être là au match à Pierre-Mauroy. On a notre ami Alois, dont Christophe C est le principal membre du fan club. Et on a Coco, on a Mohamed qui est buteur cette semaine, Chirivella, donc ils sont des anciens, Moutoussamy. Mais bon, le mercato, les a fait perdre l'ex-futur Lillois, entre guillemets, qui est parti à Rennes, Ludovic Blas. Comment vous voyez cette équipe? Alors, il y a Peter Gabriel aussi, il n'est pas tout jeune. Hein. C'est vrai. On a perdu le président de la salle que je remets en ligne. Le revoilà, il nous avait quitté. Je ne sais pas s'il voulait aller faire pipi, mais en tout cas, il est de retour. Vous attendez de ce match. Donc, Christophe D, il commence à prendre la parole. Moi, je suis allé voir Peter Gabriel à Pierre-Mauroy. J'étais un peu déçu parce que il y a de nouveaux morceaux, il parlait beaucoup et tout ça. Donc, j'espère qu'il sera un peu meilleur dimanche, sinon vous allez vous faire chier. Je pourrais pas y être dimanche, malheureusement. Mais non, en fait, Nantes, j'ai vu pas mal de matchs ce week-end, mais j'ai rien vu de Nantes-Toulouse. Mais j'ai entendu que le gardien toulousain avait été brillant. Donc, ça veut dire que les Nantais, ils ont attaqué. Donc, Nantes, je pense que c'est quand même, si tu gagnes pas contre Nantes en début de saison, ta saison va se compliquer vite fait, quoi. Donc, surtout avec derrière le tour préliminaire qui va arriver juste derrière de Conference League. Pour moi, c'est une proie qui est prenable. Et en plus, leur gardien à la fond, il va pas jouer. Leur gardien remplaçant il est bien, hein, Rémi, je sais plus comment là, mais il est pas mauvais. Mais bon, Rémi ça va quand même. Descamps, comment t'as dit? Rémi Descamps, ouais. Descamps, ouais, c'est ça. Il est pas mauvais non plus, hein. C'est un bon gardien. Hein. Je crois qu'il est pas apte à jouer en plus. Je crois qu'il est pas apte pour ce week-end. C'est le troisième gardien. Il n'y a pas un truc? Il y a un truc, quoi. Non, il était suspendu au premier match, mais là, il est là. Il sera là, d'accord. Sur le troisième, c'est Landreau, je crois, non? Donc non, mais du coup voilà, donc il y a c'est quand même prenable comme match, même si Toulouse, qui avec une équipe très remaniée parce qu'ils ont perdu pas mal de joueurs à l'intersaison, et ils ont été dominés à Nantes et ils ont réussi à gagner grâce à leur super gardien. Donc on va dire que Nantes est quand même réussi à attaquer, mais bon, moi j'ai pas vu le match, j'avoue, mais je dirais que Nantes, il faut les battre au début de saison, quoi. Si on veut avoir une saison qui ressemble à quelque chose et se placer dans le peloton de tête avant l'automne, il faut gagner ce genre de match. Je vous ai mis les stats du match Nantes-Toulouse. On voit un match plutôt équilibré dans les statistiques, avec un léger avantage en possession et en passe à Toulouse. Après, en tir cadré, c'est un petit peu légèrement, mais on est vraiment à la marge. On sait qu'il faut se méfier des statistiques, hein, il vaut mieux quand même voir le match pour avoir un avis. Mais en tout cas, ça va un peu dans le sens que tu disais tout à l'heure. Est-ce que... Alors, on va passer à Georges. Georges, tu vois comment ce match, hein? Non, j'ai l'impression, vous avez dit pas mal de choses. Blas qui s'en est allé, Lafont qui est blessé, donc a priori une équipe déjà qui partait moins bonne que l'année dernière, où elle a souffert et encore affaiblie. Le problème, c'est encore de savoir où vont se situer certains de nos joueurs, mais normalement... C'est le genre de match, pareil, d'un point de vue comptable, Nice prendre un point, c'était très bien. Donc là, pour l'instant, moi, je me contenterais bien des 3 points, mais il va falloir les prendre, quoi.
Christophe C, tu veux terminer? Puis après, on passera au pronostic. Hein. Faites vos pronostics sur les réseaux sociaux. On retiendra ceux que vous nous communiquez. Comme Christophe, j'ai mangé du match ce week-end et j'ai suivi le multiplex, donc ils intervenaient pas mal. Et c'est un peu bizarre les statistiques parce qu'effectivement on a un match assez équilibré. En réalité, Toulouse marque à la 90e le deuxième but, mais c'est largement mérité. Ils étaient à la ramasse totale sur la deuxième mi-temps et notamment à la fin de la deuxième mi-temps. Palois a dû sortir parce qu'il n'y arrivait plus. Il était vraiment pris de partout. Pourtant, il a assuré derrière parce qu'il n'y a plus que lui derrière. Dès que Lafont est sorti sur blessure, en plus le pauvre, il en a pour un paquet de temps parce qu'a priori il est côte cassée. Donc pour un gardien, c'est quand même compliqué pour revenir. Il sera pas là tout de suite. Donc heureusement qu'ils ont un bon numéro 2, mais ça va être compliqué pour eux la saison. Et s'ils enchaînent avec une deuxième défaite, je pense que le tableau que tu nous as montré tout à l'heure avec les trois derniers, avec les derniers du championnat, là, ils risquent d'être déjà dans la charrette et compliqué pour eux de revenir avec Metz. Donc je les vois dans les équipes qui vont descendre. Et clairement, l'effectif est vraiment pas au niveau d'une Ligue 1. D'une Ligue 1, on est 18 en plus. Ça va être dur. Voilà, Capenoul qui nous dit Palois est au bout du rouleau, battu sur tous les duels aériens malgré sa taille. D'ailleurs, il est pris sur le but. Je crois que c'est le deuxième but, il est totalement pris. Je sais plus si c'est le premier ou le deuxième, mais il est au duel à la tête et il se fait prendre. Il est vraiment bougé et il est en retard sur toute l'action. Donc, Capenoul, qui est d'ailleurs donc responsable des Dogs de l'Ouest, qui est notre représentant local du côté de Nantes, qui nous confirme. Donc dès qu'on revient dans les buts, il était suspendu contre Toulouse. Toujours, Moses court beaucoup, mais il est très brouillon. On va les bouffer en possession pour Fabien Losc, mais ça c'est pas un pronostic, c'est une certitude. Donc c'est pas on n'a qu'un seul adversaire en possession, c'est Paris Saint-Germain, mais bon. On a du mal. Ils sont intouchables cette année. Ensuite, on a Mohamed sans le penalty, on le voit pas du tout. Donc toujours Capenoul qui nous fait l'envoyé spécial sur le sujet. Attention à Mollet, qui est pas mal. C'est vrai que Nantes a un beau Mollet, il fallait le dire. Ils ont perdu leur défenseur brésilien pour Fabien Losc. Les commentaires sont très intéressants. C'est pas Fabiano? C'est pas ça comme ça s'appelait? Ah bon, il faut laisser les commentaires répondre. J'en ai aucune idée, donc on verra ça. On a donc toujours Idriss qui nous dit Nantes peut craquer sur un point de vue psychologique. Franchement, c'est le match pour lancer la saison. C'est d'accord. Alors, je vous mets Girotto, apparemment. Oui, c'est Girotto qui est parti. C'est Girotto. Ouais. Girotto. Finalement, la prochaine fois, on va laisser le chat faire l'émission. Ce sera. Mais il était central, Girotto, non? C'est un central. Ouais, défenseur central. Voilà. Je vous propose de terminer ce premier bistrot par le tour des pronostics pour ce match Nantes-Lille. Alors, on va commencer par notre invité. Donc, Fabien, est-ce que tu as un pronostic pour le match de ce week-end? Alors, moi, je vois une victoire 3-0 avec un but de David pour la confiance. Haraldson pour montrer aux supporters qu'il peut nous marquer du but. Et Tahiti Bob, le troisième but. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est notre défenseur droit de gauche. Bon, écoute, Tahiti Bob, c'est un beau surnom. On ne demandera pas l'origine, mais c'est. Les cheveux, tout simplement. La coupe de cheveux. Les Simpsons. Oui. Chauffeur de bus. J'ai pas la référence, mais bon, j'irai voir sur Internet. Tahiti Bob, voilà, Tahiti Bob. À l'époque, on avait Cartman avec. C'est le chauffeur de bus des Simpsons. Voilà. Alors, Valentin qui nous dit 2-0, une victoire contre Nantes. Si on a des vrais latéraux, Ounas et Cavallero, et que David veulent bien jouer. David, c'est dur, il a fait 12-13 km contre Nice. JB 4-2 pour Lille. Ensuite, pour l'instant, 2-1 pour Idriss pour Lille, 2-0 pour le LOSC pour Thierry, Cabella et Haraldson. Julien qui nous demande si on parle de la blessure de Ntamak. Non. Une autre fois. C'est pour Christophe, ça. C'est pour Christophe. Tu en parleras avec Christophe lors du débrief. N'hésite pas.
J'ai mis le maillot Et de Toulouse là, pour Ntamak, pour Romain. Alex Ouais, dommage. 3-1. Donc, pendant que les pronostics arrivent sur les réseaux sociaux, donc, Georges, ton pronostic pour ce match et les buteurs. Ouais, j'étais sur du 2-1. David, allez, j'espère qu'il a ouvert son compteur but, qu'il n'est pas parti. Et puis, alors, ça va être une ouverture de score nantaise. Je ne sais pas qui, mais je sais que ce sera une offrande d'Alexandro. Ouais, une égalisation de David. Et allez, deuxième but, peut-être encore, comme la dernière fois, qui va arriver de derrière. Allez, tiens, doublé de Diakité, qui va devenir meilleur buteur de ce début de saison. Christophe D, ton pronostic. Alors, donc vous voyez Fabien 3-0 comme mon homonyme. Moi, je pense que Euro va jouer, donc je dirais 2-0. Ah, ouais. Ouais, si l'Euro joue, je te rejoins, mais bon. Non, mais vraiment, faut être sérieux, quoi. Comme tu disais, je sais plus sur le chat, là, tu disais, non, c'est Wolfgang. On a mis Wolfgang, que je salue, qui disait, Fonseca, il confond les noms en RO, donc il met sur la fiche, il met Alexandro au lieu du Euro. Bon, voilà, c'est con, mais faut qu'il se concentre la prochaine fois. Mais du coup, voilà, moi, je pense que 2-0, ça serait bien. David, ce serait très bien qu'il marque, parce qu'il faudrait qu'il marque. Et pourquoi pas Ismaili sur une de ses montées qui pourrait payer. Christophe C. Alors 2-0 avec un but de Cabella, parce qu'on l'a bien chargé ce soir et c'était mérité de le charger. Et il va pas se rater 2 fois. Et je pense qu'il va tenir à faire un grand match devant le public lillois pour se rattraper. Je pense que c'était le cas l'année dernière. Et le deuxième but, c'est comme d'habitude, j'assume à fond. C'est un but contre son camp palois. Et j'annonce au contraire Alexandro titulaire avec un échange de maillot avec Palois à la fin du match. Donc là, tu vas très loin. Tu vas très loin dans les légendes. C'est l'ultime légende. Alors, pourquoi pas Alexandro sa sœur, tant pis. Tu étais pas loin. Julien qui pronostique 0-2 but de David et Cabella, donc on ne sait pas si c'est des buts contre leur camp ou on a également Capenoul qui nous dit 3-0 triplé de Bayo vu à la vitesse. Il y a d'abus d'alcool. Hein. Voilà, là je crois qu'il faut arrêter parce que le chouchen mais je pense que Capenoul il a un peu raison, c'est que Bayo, pourquoi il est écarté? Parce que Fonseca, avec son jeu rigide, machin, je vais jouer en 4-2-3-1, et donc Bayo, il est pas le joueur pour ça, et ça fait chier, quoi. Bon, moi, ça me fait chier. Personnellement, hein. J'ai déjà dit tout à l'heure, Fonseca me faisait chier, mais là-dessus, il fait chier aussi. Voilà. Pourtant, il paraît que c'est un choix de Fonseca, hein, Bayo au départ. Je sais pas, je sais rien, mais. C'est sûr? Je crois qu'il est arrivé juste en même temps. Je crois que c'est un choix de. Ils arrivent en même temps les deux. Ouais, ils arrivent en même temps les deux. Alors, on a. L'autre qui arrive au micro, l'autre qui arrive à la gare, mais ça joue à rien. Alors, on a un pronostic de la section Lincel, pronostic une tournée du prêt. Ça, c'est un pronostic qui devrait effectivement pouvoir se réaliser. Et un contrat. Absolument. Et on a effectivement donc Iliana Lena Mayala Nohan qui nous dit bonsoir à tous, 2-1, doublé de David. Voilà, on a terminé ce premier bistrot d'Allée de l'Osque de la saison 4, donc de cette saison. Vous étiez assez nombreux à commenter, à regarder. Je voyais le chiffre en direct qui plafonnait à un niveau plutôt élevé par rapport à d'habitude. Donc, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner à nos différentes chaînes, à nos médias. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Est-ce que vous avez apprécié les diffusions sur YouTube, sur Twitch, ou vous préférez Facebook? On est preneur de votre retour. Et en tout cas, on espère que vous avez apprécié les nouveautés qu'on vous a présentées lors de cette émission. Alors, je voulais remercier déjà notre invité, Fabien, président de la salle, qui a beaucoup d'admirateurs. Fabien, un petit commentaire sur ta nouvelle participation au Bistrot d'Allée de l'Osque. Comment tu as trouvé cette nouvelle version? J'ai bien aimé cette nouvelle version, surtout les pubs. Hein, ça nous permet d'aller chercher des bières pendant les pubs. C'est un peu le principe de la pub. Hein. Aller pisser et boire un coup. Voilà.
Non, c'était bien, c'est intuitif, c'est marrant, c'est sympa. Et merci pour l'accueil encore une fois. Bon, merci. En tout cas, tu sais que la porte est ouverte. Hein. Puis on a toujours ce projet qu'on n'arrive pas à faire, de venir faire un bistrot Moi, je au bistrot. l'ai fait, hein, Garin. Ouais, Je l'ai mais fait en direct du café. l'idée, c'est de venir effectivement tous le faire. Alors, il y a des petits soucis techniques. On le fera peut-être dans un autre endroit. On l'évoquait ce matin, mais on verra. Ouais. Il y a un autre sujet. On vous expliquera, en tout cas, aux piliers présents dans le débrief après la fin de l'émission. Merci aux piliers de bistrot présents ce soir. Merci à Lorenzo qui nous a quittés prématurément. Merci à Christophe C. Un petit commentaire avant de partir, Christophe? Merci pour l'émission, merci pour la journée. C'était une journée quasiment pour l'OSC aujourd'hui, donc voilà, elle va se terminer et on se termine en beauté avec vous les copains. Merci à Christophe D. Merci. Merci à Terre tous et Terre toutes. Et puis ouais. Et puis surtout restons positifs. Hein. J'ai dit quelques saloperies, mais bon, je l'ai pensé, mais bon voilà, passons à autre chose. Et ensuite, merci à Georges qui découvre la nouvelle formule. Je crois que tu n'étais pas là lors du numéro 0. J'espère qu'elle t'a plu. J'ai pas pu. Ouais, c'est vachement sympa. Alors moi, je voulais faire un petit commentaire aussi, parce qu'on a parlé du LOSC, mais moi, je voulais féliciter un autre petit club qui me tient un peu à cœur et qui fait un très bon début en Ligue 2, que j'ai eu l'occasion de voir jouer. Sincèrement, il pratique un football très bien léché et très agréable. C'est mes voisins d'Alquerquois. Je pense aller voir régulièrement cette année. Ouais. J'ai vu notamment les 30 dernières minutes contre 3 où ils les ont surclassés. Malheureusement, ils avaient très mal démarré. Ils gagnent à Guingamp. Ils ont pris 4 points, c'est à suivre cette année, quoi. Ouais, c'est plutôt bien. C'est mieux que l'ancienne. Pour l'instant, c'est mathématiquement mieux. Voilà, il est temps de vous quitter pour ce nouveau numéro du bistrot d'Allez-le-LOSC. Alors, bien sûr, avant de terminer, il y a une tradition. Ça continue à perdurer. C'est tous ensemble. Je vous propose à 3 de pousser le cri de guerre du bistrot. 1, 2, 3. Allez, le LOSC! À bientôt, salut, ciao. Salut. Avant de lancer cette troisième partie, je pense qu'il est temps de vous passer la dernière page de publicité de la soirée. Alors j'avais le choix entre une longue et une petite. On vous avait dit lors du tour préliminaire du bistrot d'Allez-le-LOSC qu'on était preneur de toutes vos idées pour les publicités sur le MUG du bistrot d'Allez-le-LOSC, en vous précisant que nous n'avions pas les moyens de la Lucasfilm. Eh bien, on vous a menti. Voici la dernière publicité. Elle est pour vous. Et qui veut un mug du bistrot d'Allez-le-LOSC pour retourner à maison? Retour maison. Est-ce qu'elle vous a plu? Vous a plu? Ouais, surtout que moi, je suis un grand fan de Michel Petrucciani, donc On le salue. Michel. Ah bien. Alors, quelle est celle des 3 que tu préfères? Fabien? Oui, je suis là. J'avais oublié de remettre le micro. Pour vous éviter de Une tournée. Ah. Pas trop. Alors, Fabien, pour laquelle des 3 tu voterais pour la revoir la semaine prochaine? Moi, je vote la 2. Bon, et les autres piliers du bistrot, vous préférez laquelle? La 2, la 3, la 1? La 1, moi, j'ai un petit faible. Ouais. Moi, j'ai toujours un petit faible pour Rocco. Je suis désolé, mais
encore une, Hull City pour la 2 et donc E.T. pour la 3 et non pas E.T. Comme dirait Capenoul. Oui. Évidemment, la 2. Pour l'instant, c'est celle qui ressort effectivement sur les différents chats. Hein. Donc voilà. Donc en plus, Vous êtes hyper complexés en fait, les gars. C'est surtout ça. Ouais, c'est quand même la seule qui a un rapport. C'est vrai que c'est le seul qui a une anatomie qui sont au-dessus de la taille de E.T. Voilà. Mais en plus, Rocco, on l'a perdu cet été, Rocco. Il a failli revenir, il est reparti. Donc, Ah oui. Bon. On va passer peut-être à la troisième partie vraiment de l'émission. Donc là, on vous offre les publicités. Hein, si vous les aimez, on va les diffuser individuellement sur les réseaux sociaux. Et vous pourrez effectivement voter pour votre publicité favorite. Celle qui aura le plus de voix sera rediffusée en début d'émission de la semaine prochaine. Donc,